Salut à tous, très très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic et permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une très belle année 2025 avec, on l'espère, pas mal de réussites sportives pour l'OGC Nice, mais surtout du bonheur et de la santé pour vous, les supporters du gym. À mes côtés, cette semaine, pour m'accompagner, Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, Meilleurs vœux, bonne année. Romain Laronche. Salut Romain. Salut Mika, bonne année. Meilleurs vœux. Et le retour de la légende, il est là, en chair et en os. Salut. Bon Philippe Camps, salut. Bonne année. Un meilleur vieux. C'est ça, c'est exactement ça. Pour bien démarrer cette année 2025, nous avons le plaisir d'accueillir un ancien Aiglon, toujours en activité, joueur atypique du milieu de terrain niçois entre 2014 et 2018. Vincent Cosiello est dans Gym Tonic. Salut Vincent. Bonjour, bonne année à tous. Merci à toi, bonne année. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Ça fait plaisir. Un petit bout de temps qu'on te court après parce qu'on sait que tu es dans la région et on est très heureux de t'avoir ici pour cette première émission de l'année. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors au sommaire de cette émission, nous reviendrons bien sûr sur la victoire avec la manière contre Rennes, symbolisée par un Evan Guessant sur sa lancée de 2024 et marqué par le retour du cyborg Dante. Et puis, faut-il recruter durant ce mercato d'hiver? Ce sera notre pour-contre de la semaine. Un pour-contre, vous le verrez, un petit peu spécial cette semaine. Et puis, dans la deuxième partie, nous pencherons sur ce déplacement à Reims samedi pour enchaîner et pourquoi pas débuter une série avant d'évoquer, à travers souviens-toi, la Coupe de France et ce nouveau déplacement à Bastia mardi prochain. L'occasion de revenir avec Romain sur la qualification à Furiani en 1997 avec, vous le savez, ce qui s'est passé au bout, la victoire en finale face à Guingamp. Mais pour démarrer ce Gymto, donc, on va revenir sur cette victoire, 3-2 face au Stade Rennais pour la reprise de la Ligue 1, premier match de l'année et une première période peut-être la meilleure de l'OGC Nice cette saison, Léandra. Oui, moi j'en vois deux, je vois celle-là et je vois celle à Brest. C'est vraiment les deux mi-temps qui pour moi ressortent. J'ai été surprise quand même parce qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Le premier match après les fêtes, c'est une période un peu spéciale, remettre le bloc de chauffe. Et j'ai trouvé que Nice avait vraiment pris le match par le bon bout, était tout de suite dans l'action, alors qu'on les avait plutôt connus dans la réaction. Evan Guessant, comme tu l'as dit, Mika, sur sa lancée, un but et une passe magnifique pour Gaëtan Laborde. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est même si en deuxième mi-temps, ils ont un peu plus subi, vraiment ils sont restés soudés contre une équipe de Rennes, un concurrent direct à l'Europe qui met à 10 points. Bon, c'est pas le Rennes qu'on a connu il y a quelques mois, mais ça reste quand même une belle opération, en tout cas comptable, et au niveau pour se mettre en confiance, pour enchaîner l'année, là, c'est génial. On va regarder les stats de cette rencontre entre Nice et Rennes, avec des Niçois ultra réalistes. En première période, ils ont marqué 3 buts quasiment sur leurs 3 tirs cadrés, 6 en tout dans cette rencontre. Alors évidemment, cette équipe de Rennes, elle a dû réagir, elle a dû prendre un peu le ballon. Vincent, tu étais au stade pour cette reprise. Elle t'a plu, cette équipe de l'OGC Nice ? Oui, franchement, elle m'a bien plu. C'est vrai que les stats au niveau de la possession, c'est un peu biaisé parce que l'équipe a pris l'ascendant rapidement sur Rennes, qui a dû réagir. Mais non, franchement, j'ai apprécié le match de l'équipe en entier. Forcément, celui de Guessant. Je retiendrai aussi le bon retour de Diop en ce moment qui fait du bien. Et moi, je suis fan aussi de Ndombele, donc quand il est sur le terrain, j'apprécie énormément le voir jouer. Une bonne ambiance, encore une fois, un bon début d'année, et on souhaite que ça continue comme ça. Philippe, cette équipe de l'OGC qui a mené 3-1, puis bon 3-2 avec cette petite erreur de Boulka, mais voilà, il faut retenir aussi ces 3 buts marqués, parce que l'OGC Nice, offensivement, cette saison, est plutôt réaliste. Mais c'est pas le gym de Farioli, hein. Donc c'est vrai que... Le premier petit tacle de l'année. Non, mais on prend du plaisir, et là, franchement, moi je suis d'accord, hein, c'était un super match, une super première mi-temps, on les a vus inspirés, et puis combatifs, bon ça allait au duel, tout ça, donc franchement c'était un top match à retenir,
je sais pas si on peut parler de match référence, mais presque, quoi. Et puis surtout, Romain, cette équipe de l'OGC Nice, elle a su agir plutôt que réagir, parce qu'elle avait souvent été menée au score et était revenue. C'est l'équipe qui prend le plus de points en étant menée au score en Ligue 1 cette saison, avec Reims, 8 points pris. Et là, d'entrée, ils ont été très costauds. Et oui, c'est ça, 3 buts en première mi-temps. Et oui, puis je fais la même analyse que tout le monde, mais c'était un match plaisant à regarder. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un si bon match. Il faut de bonnes équipes aussi, parce que Rennes s'est livré. Et bon, il y a eu des erreurs de gardien, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu autant de buts aussi, mais c'était un match vraiment agréable à regarder. Et pour moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un match de l'OGC Nice aussi plaisant. Des erreurs de gardien, en particulier celle de Steve Mandanda qui relance dans les pieds de Sofiane Diop, mais il joue bien le coup aussi, Sofiane Diop, Leandra. Et puis Marcin Bulka, on l'a dit, sur le premier but, il ferme un peu le corps au lieu d'agrandir la surface. Sur le deuxième, il relâche un ballon. Bon, on le sent pas dans ton assiette en ce moment, Marcin. Ça fait quelques matchs d'ailleurs. Ouais, c'est le seul bémol en fait de ce match, c'est la performance de Marcin Bulka. Bon, la chance qu'il a, c'est qu'elle se caractérise pas par, en tout cas, elle n'est pas suivie d'une défaite, donc on va l'oublier vite. On va espérer qu'il se remette sur pas le droit chemin, mais en tout cas qu'il se remette la tête à l'endroit, parce que c'est sûr que là, en tout cas, ce sont 2 interventions qui ne lui ressemblent pas. Ah oui, Marcin Bulka qui est un petit peu dans le dur, en tous les cas moins performant, ce sont les mots de Francaise en conférence de presse, moins performant depuis le début de saison par rapport à la saison dernière. On va regarder le classement de cette Ligue 1, évidemment, pour voir que l'OGC Nice avait dans un premier temps fait une belle opération en remontant provisoirement à la 4e place, mais c'est vrai que derrière, Lille a fait match nul, ça c'est plutôt favorable pour les Aiglons. Lyon a gagné dans la toute dernière minute face à Montpellier, ce qui fait que les Niçois reprennent cette place de 6e, mais à seulement 3 points de l'AS Monaco, quand même, Philippe. Ça veut dire quelque chose parce qu'on encensait cette équipe de l'AS Monaco depuis le début de saison en disant que c'était une superbe équipe à avoir joué, ce qui est vrai aussi, mais qu'il y a des trous aussi parfois. Et là, on se rend compte que Nice n'est qu'à 3 points. Ouais, après, le classement, il est étonnant, je trouve. Non, mais c'est vrai, il y a le PSG qui est décroché, mais après, c'est un mouchoir, quoi. Et T'as 6 points de retard sur Marseille, 3 points de retard sur Monaco et 1 point sur Lyon et Lille. On dit que l'OM est super bien et en même temps, des fois, ils sont. Il y a à redire aussi. Et Nice est toujours là, quoi. Et je pense qu'en plus, si l'Europe s'éloigne encore un peu plus. Tu fais le trou derrière, c'est ça que tu veux dire. Il y aura vraiment. Par rapport à la Coupe d'Europe, tu veux dire. Voilà, la Coupe d'Europe, il y aura vraiment un coup à jouer en championnat et c'est pour ça que la perf contre Rennes, elle est vachement importante. C'est miraculeux, Vincent, de voir cette équipe de l'OGC Nice à la 6e place, dans le sens où, avec tous les blessés qu'il y a eu depuis le début de saison, à un moment donné, tu avais 12-13 joueurs en moins. Francaise, il a fait des miracles en maintenant cette équipe au haut niveau. Je sais pas s'il a fait des miracles, mais en tout cas, depuis qu'il est arrivé, c'est très cohérent ce qu'ils font. Début de saison était aussi très, très intéressant. Moi, ça m'impressionne pas qu'ils soient à cette place-là. Je pense que c'est leur place du moment et qu'ils soient dans le bon wagon pour accrocher les places européennes pour la saison prochaine. Donc ça m'impressionne pas plus que ça, d'autant qu'ils ont vraiment de la qualité dans leur effectif pour pallier aux blessures et aux absences de certains. Alors, on en a un petit peu parlé, c'est Evan Guessant, bien sûr, l'homme de cette rencontre entre Nice et Rennes. Il est dans le focus. Sur sa lancée de 2024, Evan Guessant, évidemment, avec un but et une passe décisive pour Gaëtan Laborde face à Rennes. On va tout de suite regarder ses stats en Ligue 1, justement, à Evan Guessant depuis le début de la saison, avec donc 16 matchs joués, 24 tirs, 7 buts inscrits, 2 passes décisives. Landra, il est déjà au-delà de son total de buts de la saison dernière. Oui, c'est ça, il l'a déjà dépassé depuis quelques matchs maintenant. Et c'est Will qui pronostiquait en début de saison. Il avait dit, Evan, il va au moins atteindre les 15 buts. Et cette saison, il est sur la bonne voie parce qu'il progresse, parce que je pense qu'il passe des caps importants avec Francaise aussi. Et là, ce qui est intéressant, ce qu'on a vu contre Rennes, c'est qu'il a retrouvé en fait de l'énergie et des jambes parce qu'il a fini l'année 2024 complètement cuit. On le voyait contre Montpellier, le dernier match, vraiment, contre Corté, mais avant contre Montpellier aussi. Vraiment, il baissait la tête. En tout cas, on sentait vraiment des signaux de dessoufflement. Et là, vraiment, on l'a trouvé. Moi, je l'ai trouvé personnellement impressionnant physiquement. Faille, vraiment, il l'a déposé. Il l'a déposé sur plusieurs actions, sur l'action du but, l'appel qu'il fait, le contrôle. Enfin, vraiment, tout dans le timing, c'est parfait. La passe décisive,
de grande qualité aussi. Donc Evan Guessant, c'est l'homme fort de l'OGC Nice et pour moi, il va faire vraiment une grande saison. On s'étonne encore à chaque match, Romain, j'ai l'impression, des performances d'Evan Guessant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a encore beaucoup à prouver et que voilà, il reste quand même très performant ici, ou justement, on ne l'attendait pas du tout, nous, à ce niveau-là? Moi, clairement, je l'attendais pas. Pour être honnête, je l'attendais pas à ce niveau-là. Pour moi, c'était un bon joueur de Ligue 1, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit l'attaquant numéro 1 de l'OGC Nice, meilleur buteur, meilleur passeur, décisif très régulièrement. Là, il a été clinique sur le match contre Rennes, que ce soit sa passe décisive ou son but. Enfin, tout est parfait. Et physiquement, c'est un buffle. Lancé, il n'y a personne qui l'arrête. Après, c'est un garçon, il a 23 ans. Et c'est sa 5e saison où il a vraiment du temps de jeu. Donc c'est normal aussi qu'il ait pris de l'assurance. Il a eu l'intelligence d'être prêté 2 fois à Lausanne et à Nantes, ce que d'autres n'acceptent pas forcément, de peut-être aller dans un championnat un peu en dessous. Et je pense que c'est cette expérience-là qui paye aujourd'hui. Vincent, il te ferait penser à un joueur en particulier, Evan Guessant, aujourd'hui? Nous, on disait tout à l'heure un peu à Didier Drogba à l'époque, c'est un peu ce type de joueur. Sans la finition encore pour l'instant, mais pourquoi pas. Je lui souhaite d'atteindre son niveau à Drogba, mais c'est vrai que c'est un attaquant complet. Moi, j'adore jouer avec ce style d'attaquant qui est capable de garder le ballon, de prendre la profondeur, qui est intelligent aussi dans le dos, qui a une bonne finition. C'est vraiment un joueur complet et oui, le comparer à Drogba, c'est peut-être flatteur, mais en tout cas, il fait de très belles choses aujourd'hui et je souhaite pour lui que ça continue dans cette voie-là. Et pour le club aussi. Non, pas choqué. Mais moi, à un moment donné, je le comparais un peu à Bocandé. Mais finalement, je ne sais pas si je comparais pas plus à Pléa. Moi aussi, je voulais avoir j'ai cette image en tête un petit peu. Parce qu'en plus, qu'il peut jouer sur le côté, c'est ça? Parce qu'il peut jouer sur le côté, parce qu'Alassane était aussi capable de prendre la profondeur. Il était bon aussi dans le jeu. Aussi assez fort physiquement. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu cette comparaison que je peux faire. Et j'ai regardé, et Pléa a 23 ans, c'est-à-dire l'âge de Guessant aujourd'hui. Il fait sa meilleure saison à Nice. Il met 14 buts en 31 matchs avant de se blesser au genou. Et c'est la saison où il explose la phase du monde du foot, quoi. 23 ans, c'est l'âge de Guessant, et il a ce truc de jouer, il peut jouer sur le côté dans l'axe, il va vite, il est puissant. Guessant, il a un truc, c'est que c'est rare chez les attaquants, il peut se débrouiller tout seul. C'est pas le cas de tous les attaquants, mais il peut être au départ en récupérant le ballon, en le prenant. Oui, c'est un bulldozer. Hein, et puis des fois, je me dis qu'on le sous-estime un peu au niveau technique. Ouais. Il est pas si maladroit que ça. Hein. Parce qu'il est grand, il arrive à garder le ballon. Hein. Voilà, comme il est grand, il est costaud, il va vite, et que des fois il rate, il peut pas tout mettre tous les buts. Hein, autrement, ça serait même pas Drogba, ça serait Pelé. Hein. Donc on le sous-estime un peu, et c'est vrai qu'il fait une saison folle. Et comme dit Léandra, c'est vrai qu'il faut rendre hommage à Will. Depuis le début. Qui est sur son lit de douleur, pauvre. Ouais, on l'embrasse. Avec la grippe. Non, on l'embrasse pas, il est plein de microbes. C'est par la grippe, lui aussi. Mais lui, il nous a toujours dit que Guessant exploserait. Alors que. Mais les gens du milieu du foot. Comme quoi, Will connaît le football. Ouais, les gens du milieu du foot. Moi, j'avais vu Crétier, qu'il a connu jeune, puisqu'il jouait avec son fils, ou Roger Ricor, ils m'ont toujours dit Guessant, il sera au rendez-vous. Donc quand on connaît le football, on sait que Guessant va réussir. Mais déjà parce qu'il a la mentalité pour aussi, parce que en fait je pense qu'il a le juste milieu entre avoir confiance en soi et aussi avoir l'humilité d'écouter un petit peu les conseils. Et on voit que Francaise il le lâche pas parce qu'il sent, il a une grande exigence envers lui, parce qu'il sent un gros potentiel. Et son influence dans le jeu, elle est quand même énormissime. Vraiment, je pense qu'il y a au moins 60-65% des actions offensives niçoises qui passent par lui. Il est tout le temps décisif. C'est un généreux en plus, hein, dans l'effort. Dans l'effort, même dans la passe. Alors, le seul truc, il ne faut pas qu'il devienne égoïste et qu'il se polarise sur ses stats. Voilà, parce je pense qu'il n'est pas comme ça. Et c'est vrai que quand on lui faisait toujours passer Mofi devant, peut-être qu'à un moment donné, quand il a joué,
les attaquants, des fois, ils pensent aux stats et Et tout. on le voit sur le but qu'il donne, après Si- sur le ballon qu'il donne à la board, il est parfait son ballon. Voilà, s'il reste comme... il va faire mal. Et puis pour Nice, c'est un petit coffre-fort. Hein. Oui, c'est une valeur marchande. On estime déjà à peu près 20 millions d'euros. Evan Guessant, il pourrait partir même le double si jamais il continue sur ces stats-là, au moins pendant cette saison et voire une autre. C'est vrai que Romain, il a raison quand il dit qu'il a eu l'intelligence d'être prêté et de jouer le jeu. Mais à Nantes, son prêt, c'était plutôt bien passé. De revenir, de ne pas traîner les pieds, voilà. Il faut qu'il soit à l'abri d'une blessure. On va écouter Francaise, justement, qui est très exigeant avec Evan Guessant, et il nous explique pourquoi. Moi, mon rôle, c'est que lui, comme d'autres, défie leurs limites et ne se disent pas ouais, mais ça, je peux pas faire, là, je suis moins bon parce qu'il y a ceci. C'est le discours que j'entends depuis toujours, ça. Là, c'est facile de se mettre des obstacles. Moi, je suis juste là, et avec d'autres du staff, pour leur faire comprendre que les limites, on en a toutes, mais qu'on les connaît pas. Et en tout cas, quand on a un jeune joueur comme Evan, il a pas à s'en fixer parce qu'il les connaît pas. Voilà. Un jour, il les verra peut-être, mais aujourd'hui, il y a encore plein de choses sur la régularité dans un match, la régularité à l'entraînement, dans la finition, dans l'aspect défensif, dans la lecture des situations off aussi. Parfois, il peut peut-être jouer plus vite. Il y a plein de choses qu'il peut améliorer. Ce qui n'empêche pas que, et je le redis, que je sais déjà ce qu'il fait depuis 6-7 mois et l'évolution qu'il a eue. Voilà. Mais il doit avoir des grandes ambitions. Je pense qu'il les a. Mais moi, je suis là pour lui rappeler que les grandes ambitions, elles ne vont que si on met des grands moyens en face. Voilà, donc Francaise, exigeant, mais aussi très bienveillant envers Evan Guessant, avec qui il travaille parfois en vidéo aussi, il nous l'a dit, ça, le coach de l'OGC Nice. Donc voilà, Evan Guessant, il a encore beaucoup de progression, il a dit, y compris l'entraînement. C'est vrai que Dans la on joue comme on régularité. s'entraîne. Et Evan Guessant, de ce côté-là, doit aussi peut-être s'améliorer. On ne pouvait pas non plus ne pas évoquer Dante, quand même, dans ce Nice-Rennes, parce que c'est assez incroyable. Rappelle-nous, Léandra, blessure au ménisque au mois de décembre, opération. Exactement. Rappelle-nous qui est Dante. Alors, il y avait plusieurs diagnostics. D'aucuns parlaient de 6 à 8 semaines. Au club, ça a toujours été 4 à 6 semaines de récupération. Et au final, il est dans la fourchette basse de ce diagnostic, enfin de ces délais qui étaient annoncés. À 41 ans, quand même. Parce que moi, je veux 41 bien qu'il revienne vite. À 25 ans, peut-être tu reviens plus vite. À 41 ans, c'est peut-être pas la même. C'est impressionnant, mais c'est Dante en même temps. À quoi on s'attendait? Il a un tel professionnalisme, une telle hygiène de vie. Il a fait en fait ce qu'on attendait de lui, et c'est un bon signal aussi par rapport à une prolongation de contrat. C'est qu'en fait, il n'y a rien qui l'arrête. Tu as joué évidemment avec lui, Vincent, pendant 2 saisons à l'OGC Nice, puisqu'il arrive en 2016, Dante, et tu es parti en 2018. Est-ce que tu pensais à ce moment-là le voir encore jouer à 41, voire peut-être 42 ans? À ce moment-là, non, je sais pas si je le voyais tenir sur la longueur autant de temps, mais c'est vrai que finalement, ça m'étonne pas du tout. J'ai vu au quotidien son professionnalisme, comme tu le notais. C'est vrai que c'est un vrai capitaine, un vrai exemple pour tout jeune joueur, et moi j'ai eu la chance d'avoir des joueurs comme ça qui m'ont permis de poursuivre ma progression au club, et Dante, ça fait vraiment partie de ces joueurs-là, ces cadres-là. Je pense qu'il est important sur le terrain parce qu'il fait aussi de très bonnes prestations quand il est là. Je suis très content qu'il puisse revenir aussi rapidement. Et on parlait de Guessant, je pense que Dante aussi a un rôle important dans son évolution, et en tout cas c'est super d'avoir au sein du club une personne aussi comme Dante. Philippe, on sait que Dante a envie de jouer une année supplémentaire. Francaise, ce matin, n'a d'ailleurs pas du tout fermé la porte, bien au contraire, à ce que Dante rejoue une saison de plus. Mais heureusement, c'est le meilleur des défenseurs centraux à Nice. Mais surtout, il y a peut-être un vide derrière, un vertige de se dire « Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire sans Dante ?» à un moment donné. Mais c'est sûr, parce que quand il n'est pas là, moi, je suis toujours inquiet. Parce que moi, je prends tous les axios, il est au-dessus de tous, mais sur tous les plans.
Bon, après, il y a Youssouf qui a des qualités, tout ça, mais qui des fois s'oublie un peu. Rosario, on a vu qu'il s'était égaré quand il avait été à ce poste-là. Bombito, on l'a trop vite comparé à Todibo, et là, on a vu que bon, il était encore pas arrivé à ses fins. Et Abdelmonem, il est mieux là. Mais bon, il est mieux, quoi. Moi, franchement, quand il n'y a pas Dante, dans l'axe, je me dis, c'est le pilier. Et il faudra voir, même pour l'année prochaine, comment ils vont gérer ça. Parce que il faut qu'il soit toujours là, quoi. Quand il n'est pas là, il y a un trou, il y a un manque. Il y a peu d'exemples, Romain, en Ligue 1 de joueurs comme Dante aujourd'hui. Il y avait eu Hilton, qui avait duré longtemps. Mais est-ce qu'il était aussi performant sur le terrain que l'était Dante? Moi, il y a deux choses avec Dante. Il est très fort et il rend les autres meilleurs. N'importe quelle centrale, il va être bon à côté de Dante. Même Rosario, c'était pas son poste, quand il jouait derrière avec Dante, il s'en sortait. Ouais, c'est vrai. Et c'est parce qu'il dégage de la confiance, de la sérénité. Parce que Todibo à West Ham, il aimerait bien avoir un Dante à côté de lui, par exemple. Ouais, c'est possible. Ils se prennent 4 buts par match. Ouais, puis il joue peu, Todibo. Il rentre, il sort. sort. Un peu touché. Mais là, ça va aller mieux avec l'éviction de Lopetegui, avec qui il s'entendait pas trop. Bon, moi, en tout cas, oui, je t'ai coupé, Romain. Mais c'est vrai que oui, il rend les autres meilleurs. Ouais. Mais je pense que c'est un poste, Vincent peut peut-être le confirmer, où en défense centrale, quand tu as un taulier comme ça, qui est bon dans la relance, tout ça, ça te rassure. Ça rassure toute l'équipe. C'est sûr que quand, pour revenir sur ce qu'on disait, quand Dante est dans l'équipe, il y a une certaine, il dégage une certaine aura qui te fait te sentir confortable sur le terrain et te permet de tenter plus de choses. Est-ce que tu as croisé des attaquants qui avaient, entre guillemets, peur de s'y frotter à Dante et qui l'évitaient un petit peu? Je sais pas si en tout cas j'ai pas eu ce retour-là forcément, mais c'est vrai que dans tout ce qu'il fait aussi dans sa personnalité, ce qui dégage sur le terrain, en tout cas nous ça nous a moi ça m'a toujours aidé, rassuré. Et c'est vrai que je pense que pour cette équipe de Nice, d'avoir son capitaine derrière qui tient la baraque, c'est un gros plus pour la deuxième partie de saison. Quelques mots de Francaise sur Dante, c'était ce matin en conférence de presse devant la caméra de Philippe Bertin. Connaissant à la fois sa physiologie et après quand on connaît son professionnalisme, à partir du moment où le genou était très sain, à part cette partie de ménisque qu'il fallait enlever, moi je me doutais en tout cas qu'on pouvait récupérer Dante assez vite. Voilà. Donc, je suis pas trop étonné. Je suis pas trop étonné de cet aspect-là, et parce qu'il a bien travaillé. Même lui, il a même repris un peu le footing un peu plus tard que ce qu'il pensait. Mais au bout de 4 semaines, il était prêt à être sur le banc. Il a failli rentrer un peu plus tôt à un moment d'ailleurs. Mais il est quand même rentré. Bon, j'aurais préféré qu'il rentre pas parce que ça aurait évité que Pablo se fasse expulser. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour lui, pour nous, pour l'équipe, de le retrouver. Et puis là, il est en forme. Il est en forme. Tellement en forme qu'il sera certainement titulaire ce samedi face à Reims. On regardera tout ça dans la compo probable de Leandrin tout à l'heure. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur Dante. Comme vous le savez, eh bien, on est en pleine période de mercato d'hiver. On va y consacrer notre pour-contre. Et un pour-contre exceptionnel, je vous le disais tout à l'heure, parce que pour la première fois, eh bien, Philippe Camps va se frotter à ce pour-contre. D'habitude, c'est plutôt entre Will et Leandra, et toi, tu donnes le point à la fin. Et là, tu l'as dit, non, là, c'est pour moi. Je remplace Will. Hein. Je veux y aller. Il va se donner le point après. Je te laisse choisir. Après, je tranche. Philou, est-ce que tu veux commencer? T'as tous les honneurs. Est-ce que tu veux commencer ou conclure? Non. Tu conclus. Allez, Leandra, c'est à toi. Donc, faut-il recruter au mercato d'hiver? Alors? Moi, oui. Je pense que oui. Stop. Je vais expliquer pourquoi non. Non, mais après, j'entends que Nice n'a pas un besoin urgent de recruter. Après, je vois ce qui se fait autour. Je vois Rennes, je vois Marseille, je vois Monaco, je vois tous les concurrents directs de Nice qui se renforcent. Et mon deuxième argument, il va être simple.
moi, si je devais faire une recrue, ça serait plutôt au milieu de terrain. Parce que je vois Tanguy Ndombele qui joue depuis plus d'un mois avec une pubalgie. La pubalgie, c'est la terreur de tout footballeur. C'est-à-dire qu'il faut être hyper patient, ça dure 3-4 mois, on ne sait jamais comment ça va évoluer. Je vois Morgan Sanson qui n'a pas joué depuis le début de la saison. On sait à chaque fois son retour est repoussé. Les échos qu'on nous donne, en tout cas, sont pas hyper rassurants. Donc, je vois un joueur qui n'est pas prêt de revenir. Et en plus, combien de temps va-t-il mettre pour revenir à son meilleur niveau? Je vois Pablo Rosario au milieu de terrain qui a montré quelques limites quand même si c'est un super soldat. Je vois Hicham Boudaoui qui est un super joueur, mais on se demande à chaque fois est-ce que son corps va le laisser tranquille? Combien de temps il va pouvoir jouer? Enfin, il y a toujours un peu des interrogations. Et pour revenir à ça, je vois aussi Tanguy Ndombele et Pablo Rosario qui, leur fin de contrat est en 2026. Et ok, peut-être on n'a pas besoin de boucher de trous pour ce mercato, mais par contre, est-ce qu'on pourrait pas anticiper, parce que ce sont peut-être les deux joueurs qui vont pouvoir être valorisés cet été. Tanguy Ndombele, il a 28 ans, c'est peut-être il fait une belle saison, ça sera le moment aussi de récupérer un peu d'argent sur lui. Pablo Rosario, pareil. Donc pour moi, un petit prêt avec option d'achat pour anticiper la suite, ça serait une bonne chose pour le GC Nice. Philippe, ta réponse. Alors, moi, elle est simple, c'est-à-dire que pour moi, le mercato d'hiver, c'est un peu le marché de Ventimille. C'est-à-dire c'est sympa, on y va le vendredi, on mange un plat de pâtes, on se balade, mais on revient pas avec une perle rare dans un écrin. On revient avec un pull qui va retrécir au lavage, qui va boulocher. C'est-à-dire que quand on prend un joueur mercato d'hiver, on sait que ça va pas être un top joueur, sauf si on met le prix, comme a fait Rennes là par exemple en se renforçant vraiment. Mais autrement, c'est un mercato d'appoint. Et puis à une époque, Nice, le mercato d'hiver, on faisait venir Job. Je me souviens d'une fois. Joseph Désiré Job. À l'époque, on avait l'impression d'avoir fait signer Batistuta. Mais aujourd'hui, avec tous les joueurs qu'on a vu arriver, la qualité qu'on a, tout ça, on peut plus se permettre de faire venir un joueur moyen ou un joueur. Si c'est pour empiler les joueurs, ça sert à rien. Et je trouve que avec le retour des blessés, c'est là où il faut garder l'ossature, c'est là où il faut responsabiliser l'effectif en leur disant bon ben voilà, on va pas chercher ailleurs, c'est vous. Et c'est avec vous qu'on va aller chercher l'Europe, qu'on va aller au bout de l'aventure, parce que Mofi, Sanson, ça va revenir tout ça. Donc pourquoi aller chercher quoi, qui bon, on a compris avec Ratcliffe que c'était le temps des économies, hein. Donc je vois pas. C'est vrai que c'est au milieu qu'on aurait pu trouver quelqu'un. Comment ça? Non mais Sanson. Bon, on aurait pris Sanson au mercato d'hiver. C'est quand même un super joueur. Mais tu vas aller chercher qui alors là? Il y aura peut-être des petites indiscrétions chez Landra tout à l'heure dans l'indiscret justement. Vincent, avec ton œil un peu éclairé mais extérieur aussi à tout cela, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que l'OGC Nice a l'effectif pour assurer ses objectifs, c'est-à-dire se qualifier à minimum en Coupe d'Europe? Oui, je pense qu'ils ont l'objectif, l'effectif pour atteindre cet objectif. Je pense que Mercato d'hiver, c'est pas vraiment le marché Vintigny, mais c'est le marché des opportunités. Donc s'il y a une opportunité à faire, forcément qu'ils ne devraient pas s'en priver, mais pas faire du mercato pour faire du mercato, acheter des joueurs pour empiler les joueurs. Ou faire des paris, comme l'année dernière, on avait fait un latéral, un pari. Valentin Rosier. Voilà, ça n'avait pas marché. Il est où là? On avait aussi fait Mohamed Ali Chaud. Oui, mais c'était différent. Plus une 10 millions. opportunité. Ouais, c'est ça. Donc, oui, je pense qu'ils ont quand même l'effectif pour atteindre les objectifs. Sinon, tu connais un milieu libre disponible dans la région Qui est dans la région en ce moment. Mais on en parlera tout à l'heure, évidemment, avec Vincent. Bon, c'est à toi l'honneur, Romain, de donner le point entre Léandra et Philippe. Bah, ils ont tous les deux bien argumenté, mais moi je suis complètement d'accord avec Philippe sur le fond, parce qu'il y a 12 joueurs qui étaient sur la touche blessés, quasiment que des internationaux, un joueur à 30 millions d'euros.
forcément, il n'y a pas besoin de recruter quand tu as un effectif complet qui va revenir. Même Boga, là, il doit. Boga, Mofi, Sanson, ce sont des joueurs Klaus. qui sont espérés. Klaus. Klaus était juste suspendu. Abdi. Abdi revient. Ouais, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, bon. Bah, c'est Voilà. là qu'on va voir si toutes les blessures qui ont eu lieu, c'était de la malchance ou s'il y a vraiment un problème de fragilité Chronique. Ouais. dans cet effectif. Si ça continue, quoi. Exactement. Mm. Si ça continue, on pourra regretter qu'il ne se soit rien passé au mercato. Ouais, ça, c'est Ou- aussi un bon argument. je Ou trouve. recruter un sorcier. Mais ça, ils font. Ils recrutent un docteur, Un docteur, justement. tout à fait. Ouais, en provenance de Lyon. Un sorcier C'est ça. magnétiseur qui évite les blessures. À une époque, ça se faisait. Hein. C'était Roland Courbis Ouais. qui croyait à ça, effectivement. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur ce pour compte, mais on va continuer à parler mercato. C'est dans l'indiscret. Ah, Parce que Léandra étant une cachotière, elle nous a évidemment pas tout dit dans son pour contre. Elle a gardé quelques petits arguments dans son indiscret de la semaine. Et ce que l'on croyait être un mercato calme plat, ça sera peut-être pas le cas, Léandra. Ouais, alors, Peut-être pas le cas. je dis. peut-être pas le cas. Mettons Ça, plein voilà. de. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour faire un petit point parce que là, on commence à voir 2-3 petites rumeurs qui circulent. Alors, les supporters se demandent, bah, est-ce qu'on va vraiment faire quelqu'un finalement? Enfin voilà, il y a toujours un peu de doute. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, tout le monde est aligné au club pour dire que l'OGC Nice est aujourd'hui suffisamment armé pour affronter la deuxième partie de saison avec le groupe actuel. Le coach n'est pas allé dans le bureau des dirigeants pour réclamer tel ou tel profil, parce que voilà, quand l'effectif est au complet, il l'estime suffisant. Ils estiment aussi que le travail a été fait cet été, que tous les postes sont doublés. En revanche, c'est sûr que l'OGC Nice est à l'affût, regarde un peu ce qui se passe et ne s'interdisent pas, s'il y a une bonne opportunité, de faire un joueur moins cher ou de relancer un joueur en prêt, par exemple. Ils ne s'interdisent pas d'anticiper, donc plutôt un mercato d'anticipation pour la saison prochaine. On en a déjà parlé, mais Rarel Sillier, voilà, et, le club essaie toujours de lui trouver une porte de sortie, ou en tout cas un club où il pourra avoir du temps de jeu. Pour Ishaïa Kamara, on va dire que le club va se montrer un peu plus patient. Il ne lui cherche pas un club en prêt à tout prix. Ça dépendra de comment se passe ce mois de janvier, des clubs qui viennent à lui et des opportunités qui se profilent. Et au niveau des départs, ça risque d'être... là, on a parlé des départs, mais ça risque d'être plutôt calme. On parlait d'Evan Guessant, par exemple. On ne se dirige pas vers un départ d'Evan Guessant cet Franck, je hiver. l'avais même dit tout à l'heure, non, il va rester, quoi. Hein. Voilà, Encore sauf mercato sauf d'hiver, là s'ils mettent 40 millions sur la table. C'est comme Voilà, si quelqu'un met exactement. 40 mais millions, on manque quoi, plus mais, que ça. Non, mais bon, si t'es un grand club anglais, tu veux un attaquant, par exemple West Ham, Exactement. tiens, qui a du pognon à n'en plus finir et qui veulent mettre 40 millions sur Guessant, tu fais quoi, toi? Mais qui vendent le club alors. Ouais, pas bon. Mais aujourd'hui, la pragmatique question aussi, ne se pose pas du tout. Il n'y a pas du tout de velléité de départ de la part de joueurs au sein du club actuellement. Voilà. Même si des portes restent ouvertes, on sait que Gaëtan Laborde avec son gros salaire, l'OGC Nice étudiera des offres à un moment donné, même s'il est très performant, hein, il marque des buts Mais Gaëtan pour le Laborde, moment, calme plat de ce côté-là aussi. Ouais. aussi. Et alors, tu nous as pas annoncé un seul nom, rien? Si, deux petits jeunes qui viennent d'arriver quand même, et ça c'est pour la réserve. Exactement, deux petits jeunes. Hamza Koutoun, donc c'est un latéral droit marocain qui évoluait à l'académie Mohamed VI, et donc il a 18 ans. Et puis Ethan Degni, alors ça c'est un franco-américain de 16 ans, donc qui évoluait à Atlanta United, à l'académie, 1m90. Ouais. 120 kilos. Comme Vincent. Et vraiment, À 16 ans aussi. À 16 ans, il faisait cette taille-là. on dit qu'il est très prometteur. Donc voilà, en fait, ce sont des joueurs qu'ils auraient voulu signer cet été, mais ils n'avaient pas les âges nécessaires. Donc là, ils ont fêté leurs anniversaires. Et puis ça fait deux bonnes recrues qui évolueront dans un premier temps avec le réserve. groupe élite. Et puis après, selon leur progression, pourquoi pas. Comme il avait fait avec Doumbouya un peu, hein, à l'époque, quand ils ont recruté. Exactement. En fait, Doumbouya. le club a quand même pris un virage sur la post-formation en allant chercher ce genre de profil. Bernard Nguéné aussi, qui est arrivé cet été, qui était sur le banc là contre Rennes.
Et a priori, on nous dit le plus grand bien de ce jeune. Avec aussi un nouveau directeur adjoint du centre de formation qui arrive de Lyon, lui aussi. On C'est fait ça. notre mercato à Lyon. Du côté de l'OGC Nice. Ouais. Après, c'est dans le monde des jeunes, du recrutement des jeunes, Lyon, à un moment donné, c'était vraiment une référence. Donc, Là, c'est le recruteur de un ancien recruteur. alors en qui fait, bossait Fabien avec Pierre Sage. Caballero, ouais, c'est ça. Il a remplacé quand Pierre Sage a pris le banc lyonnais. C'est lui qui est devenu manager général de l'académie de Lyon. Voilà. Et on retrouvera très prochainement un portrait dans Nice Matin. Ah, avec plaisir. Hâte de le lire, ça. Un petit teaser comme Comment il ça. s'appelle le... Fabien Caballero. Fabien Caballero. Voilà. On va retrouver dans Il Nice joue à Matin Monaco, non? très bientôt. Voilà donc pour l'indiscret de la semaine des Léandras. De Léandras, pardon. On va s'intéresser un petit peu plus à toi, Vincent, dans le tac au tac. Alors, je le disais tout à l'heure, on te courait après parce que tu es dans le coin, Vincent. Tu t'entraînes avec l'équipe de Grasse en ce moment. Tu es à la recherche d'un club, effectivement. Dis-nous tout, comment ça se passe pour toi en ce moment? Ça se passe très bien. Je suis très content de m'entraîner à Grasse. D'ailleurs, je les remercie. Je leur souhaite tous mes vœux pour le match qu'ils ont ce week-end contre l'AS Cannes. Un beau match, un derby. Et moi, c'est vrai que j'ai repris l'entraînement avec eux après m'être fait opérer de la hanche la saison passée. Des douleurs récurrentes que j'avais depuis 3 ans, mais qui sont derrière moi grâce à cette opération. Donc, je suis très content d'être enfin prêt physiquement pour pouvoir trouver un nouveau projet pour relancer ma carrière. Ouais, parce que c'est vrai que depuis ton départ de Nice en 2018, tu avais été transféré donc à Cologne, hein, où tu as joué, on va dire, 2 saisons, après le Paris FC, National, Ostende, Virton. Là, ça a été un peu plus compliqué, mais tu le disais, en raison principalement de ces douleurs à la hanche. Ouais, à la hanche, c'est sur les 3 dernières années, j'ai eu toujours des douleurs récurrentes, donc j'étais allé voir des spécialistes qui m'avaient dit qu'il n'y avait rien à faire à ce moment-là, qu'il fallait que je continue de jouer jusqu'à ce que je puisse plus. Et finalement, je me suis mentalisé en mode non, j'ai pas mal, mais la vérité, c'est que j'étais jamais à 100% de mes capacités physiques. Et puis là, sur la dernière saison, j'ai vraiment pris le temps de consulter plusieurs avis, d'avoir trouvé une bonne opération de resurfaçage pour être exact. Et aujourd'hui, je me sens vraiment à 100%, bien mieux qu'avant mon opération. Forcément, il me manque le rythme des matchs, mais voilà. Et je tenais aussi à remercier encore une fois le club l'OGC Nice, puisque j'ai fait ma réathlétisation au centre de formation. Ils m'ont donné cette possibilité-là, donc forcément que je les remercie aussi. Aujourd'hui, concrètement, tu as des clubs qui te suivent en France, à l'étranger? Comment ça se passe? C'est plutôt à l'étranger. En France, c'est un peu calme pour moi. J'ai des contacts. Après, je vais prendre ma décision très prochainement, mais je suis confiant pour l'avenir. On a envie, bien sûr, hein, Léandra, de retrouver le Vincent Cosiello qu'on a connu sous les couleurs niçoises. On s'en rappelle aussi, Philippe. Ton niveau football aujourd'hui, après ces mois sans beaucoup jouer? Mon niveau football, je pense que le football, ça se perd pas. J'ai beaucoup appris aussi sur d'autres aspects du jeu, sur d'autres aspects aussi mentaux, psychologiques. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, finalement, je suis un meilleur connaisseur du jeu, du foot que j'ai pu l'être par le passé. C'est vrai que j'ai eu des problèmes physiques qui pour moi se résorbent. Donc c'était pendant un certain moment ma préoccupation première. Maintenant c'est derrière moi et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de retrouver les terrains pendant les matchs parce que les entraînements c'est bien, les matchs c'est toujours mieux. J'ai vraiment une grande faim et de pouvoir montrer de quoi je suis encore capable. Et l'OGC Nice de 2015 à 2018, c'est une vraie publicité pour faire signer Vincent, quoi. C'était. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Au milieu de terrain, c'était incroyable, c'était trop beau avoir joué cette période-là à Nice. Je pense que les supporters, vraiment, ils en gardent un super souvenir. Et je le disais, Vincent, joueur atypique, parce que c'est vrai que Vincent, il n'a pas le gabarit des grands milieux de terrain modernes, on va dire, aujourd'hui,
Ouais. mais il avait une vision du jeu, une technique, Ah et oui, puis oui, quelque oui. chose qu'il a toujours, hein, d'ailleurs. Hein, Oui, mais puis ça jouait au milieu Ouais. avec Seri, Ben Arfa. Enfin, c'était super agréable à avoir Papi joué. Mendy. Ouais, c'était pas Seri, Mendy, Cosiello. Voilà, c'était pas des colosses, hein, mais on voyait du foot. Hein, et puis, comme on en parlait tout à l'heure, il s'enlevait pas du milieu, quoi. Ça allait au charbon. Mais t'as quel âge? C'est encore 29 ans. J'ai 29 ans. 29 ans. Et Mm. d'après toi, tu pourrais jouer à quel niveau aujourd'hui? Moi, je pense que je suis capable de jouer au plus haut niveau. De jouer au plus haut niveau. De jouer au plus haut niveau, il faut que je retrouve du temps de jeu. Il faut juste que je reprenne du rythme au niveau des matchs. Parce que je pense avoir le bagage nécessaire et aussi la connaissance du jeu nécessaire pour aller au plus haut niveau. Il me faut, comme je l'ai dit, du temps de jeu, Il te faut un coach qui te fasse confiance, quoi, qui un te peu dise, de- un voilà, peu- on va retrouver voilà, Vincent Cosiello qu'on connaît, quoi. un peu de confiance, c'est vrai que l'atmosphère qui avait été mise en place par Claude Puel au moment où j'ai pu jouer dans cette équipe, c'était parfait pour moi parce que ça jouait exactement mon football. Donc c'est sûr que ça a facilité les choses, mais je suis aussi capable d'aller dans des équipes qui jouent plus le charbon, pour Ouais. reprendre les termes, et tirer aussi mon épingle du jeu. Donc voilà, je suis assez confiant par rapport à mes capacités. Et Et tu as un agent qui s'occupe de toi? j'ai pas de contrat de représentation avec un agent en particulier. Il y a plusieurs agents qui regardent un peu pour moi, mais depuis que je suis dans le monde professionnel, j'ai jamais pris d'agent avec un contrat d'exclusivité. C'est un choix, peut-être à tort, peut-être à raison, ça on peut en débattre, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Parce que t'as pas l'impression que le monde du foot, on t'oublie vite, quoi. Si, c'est Et forcé. c'est-à-dire que, voilà, on peut te dire, mais Cosiello, il a arrêté, il joue toujours, tu vois. Le foot, Sorti un peu des radars à un moment donné. Oui, c'est sûr que je suis sorti au niveau des radars, et c'est compliqué de retourner dans ce milieu qui est quand même assez fermé, un milieu très compétitif, milieu particulier que vous connaissez ici tous, un peu comment ça fonctionne. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais C'est mais dur moralement, c'est dur à accepter quand on a connu le très haut niveau comme toi, la Coupe d'Europe, ces choses-là, de redescendre à des étages bien inférieurs. En fait, je le comprends parce que je sais comment ça fonctionne, et que je vois pas pourquoi j'aurais non plus un traitement de faveur, mais d'un autre côté, c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui te fait confiance, un entraîneur qui te fait confiance, ça change énormément pour toute ta carrière, et c'est vrai que c'est ce que je recherche un petit peu en ce moment, quelqu'un qui puisse me faire confiance, et puis Comme d'essayer de Claude voir, Puel parce avait que eu confiance en toi, hein, parce que c'était pas gagné à la base. Hein. non, c'est sûr, c'était pas gagné. On a toujours parlé de mon profil atypique, mais c'est vrai que j'ai énormément de chance qu'à ce moment-là, ce soit lui le coach de l'équipe première, et qu'il ait cette politique aussi au niveau du club de lancer les jeunes joueurs. Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance-là, mais au final, après, c'était moi j'étais sur le terrain, et donc pour m'enlever du terrain, il fallait qu'il y ait, voilà, il fallait qu'il y ait meilleur que moi. Donc voilà, après, comme je dis tout le temps, chacun a sa carrière, les bons, les mauvais choix, on peut réécrire l'histoire comme on veut, c'est toujours plus facile de l'écrire après. Ouais. Mais, Par exemple, sur ton départ de Nice, tu as des petits regrets, des petits... ouais, je sais pas si c'est des regrets, j'aime pas avoir de regrets, parce que encore une fois, c'est trop facile de dire après, mais non, moi je regrette rien, je garde que des bons souvenirs de mon passage au club, que je remercie encore une fois. Et c'est un plaisir de venir ici pour se remémorer tout ça aussi.
Et est-ce que je t'avoue que je n'avais pas trop compris pourquoi tu avais quitté le club, que tu avais quitté Nice. Je trouvais que tu t'épanouissais super bien au gym et que tu retrouverais le temps de jeu que tu avais un petit peu moins avec Favre, tout ça, parce que tes qualités étaient indéniables. Voilà, tu respirais le foot, tu le respires sûrement toujours. Et j'avais pas trop compris pourquoi tu étais parti, et j'avais pas trop compris non plus pourquoi tu avais choisi l'Allemagne. C'est vrai que ça avait fait un petit peu parler à l'époque. Pourquoi l'Allemagne? Pourquoi j'étais parti? J'avais eu une discussion avec le coach Favre juste avant la trêve. J'avais énormément joué sur la première partie de saison. On jouait en 4-2-3-1. J'étais souvent associé avec, avec Mika Seri au milieu. Euh, mais c'est vrai que lors de la discussion que j'ai eue avec le coach Favre, et qui me dit qui voudrait repasser en 4-3-3 sur la deuxième partie de saison avec des numéros 8 qui prennent plus la profondeur, moins dans les plis, plus faire des appels en profondeur, chose que je fais moins que d'autres joueurs. Donc il m'avait dit que j'allais avoir beaucoup moins de temps de jeu sur la deuxième partie de saison, et c'était pour moi le moment de voir ailleurs aussi. C'est vrai que le championnat allemand avec les ambiances et c'est quelque chose qui fait aussi rêver. J'avais envie de découvrir. Voilà, ça s'est plutôt bien passé à Cologne au début d'ailleurs. Hein. Au début, ça s'est très bien passé enfin personnellement, parce que malheureusement on est descendu sur les 6 premiers mois. Personnellement, ça s'est très bien passé sur les 6 premiers mois. Et puis après sur la deuxième sur la deuxième saison, donc on est en Ligue 2, on fait champion. Mais cette saison-là, j'ai eu pas mal de petites blessures qui m'ont à chaque fois freiné quand je revenais. Donc je dois quand même sortir avec une quinzaine de matchs, mais c'est pas une saison pleine. Donc voilà, c'est à ce moment-là où j'ai eu les petites blessures qui ont commencé, toujours en match, malheureusement, mais ça a été aussi quelque chose qui m'a fait grandir en tant qu'homme, en tant que personne. C'est là qu'on voit qu'une carrière de foot, c'est hyper difficile en fait. C'est qu'on dit il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. C'est qu'à un moment donné, des fois, ça tourne, un entraîneur qui change. C'est vrai que j'ai pas eu énormément de chance non plus à Cologne. J'ai connu peut-être en 2 ans et demi 5 entraîneurs, un truc comme ça. Le fait d'avoir découvert d'autres cultures comme ça, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique, ça t'a apporté des choses. J'imagine tu peux te fondre plus facilement dans différents vestiaires. Tu parles d'autres langues? Ouais, je parle l'anglais, je parle l'allemand aussi. Malheureusement, j'ai pas appris le portugais. C'est vrai que c'est des choses toujours intéressantes à faire quand on vit à l'étranger et pour s'intégrer dans les collectifs. Moi, je me suis toujours bien intégré plus ou moins là où je suis allé. Mais c'est vrai que qu'en voyant ce qui se fait ailleurs en Allemagne, au Portugal, en Belgique, moi je tiens à dire que ce qui se fait à l'OGC Nice en termes en termes physique, médical, organisationnel, tout ça, c'est vraiment le top. Et donc voilà, c'est vrai que c'est enrichissant, mais c'est pas parce qu'on va ailleurs qu'on est mieux traité. Et là, tu regardes beaucoup de foot, à la télé, toujours aussi passionné. Ouais, toujours aussi passionné. Franchement, c'est vraiment cette passion qui me pousse aujourd'hui à continuer, parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu plus compliqués, surtout avec cette blessure à la hanche. Mais c'est vraiment cette volonté de revenir sur le terrain, de reprendre du plaisir, qui m'anime aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette opération, pour être tranquille jusqu'à la fin de ma carrière, et que je sois en capacité de dire moi, ok, c'est moi qui décide quand j'arrête ma carrière. Quand tu parles de clubs de très haut niveau, enfin en tous les cas de football de très haut niveau, tu te dis plutôt des championnats européens, des premières divisions dans des championnats européens, ou deuxième division peut-être dans des championnats européens, ou tu penses aussi à des destinations plus exotiques, comme l'exode des joueurs par exemple en Arabie Saoudite, au Qatar, des choses comme ça. Tu laisses la porte ouverte à ça? Non, honnêtement, je laisse la porte ouverte un peu à tout. Mais c'est vrai que je saute pas non plus sur la première opportunité, le premier club. Par mon expérience aussi, j'apporte
beaucoup d'importance au discours que peut avoir un coach, un directeur sportif, d'avoir les deux avant de signer dans un club, c'est encore mieux. Donc je ferme la porte à rien, mais c'est vrai que je veux quand même quelque chose qui me ressemble. Au 1er février, de toute façon, tu nous l'as dit, tu auras un club parce que tu as des opportunités Ouais. là. Il te manque que ton accord pour certains clubs, quoi. Grosso modo, ouais, c'est Ouais. ce qui est. Non, tu peux nous dire où, non? Non, je peux pas. malheureusement. J'ai essayé. Il a tenté. Évidemment. Et tu as joué avec le phénomène qui a marqué le gym et qui a marqué l'Alliance, qui est Hatem Ben Arfa. Qu'est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Parce que voilà, jouer avec lui, ça doit être particulier. Ouais, j'étais aux premières loges d'un spectacle. C'était vraiment génial. Et puis franchement, quand on revoit sa saison, on revoit ses actions, c'est du génie. C'est du génie. Et c'est vrai qu'il était bien mentalement aussi dans notre collectif. Quand je pense à nos ambiances de vestiaire, ça retranscrivait tout à fait ce ce qu'on pouvait reproduire sur le terrain. Et c'est vrai qu'il a fait une saison magnifique, après qu'il lui a ouvert les portes de l'équipe de France, du PSG. Donc c'est que du bonheur de parler football, parler d'Hatem, c'est vraiment des très bons souvenirs. Philou, tu as une mission cette année, c'est de nous ramener Hatem Ben Arfa sur le plateau. Tu te Moi débrouilles comme tu veux, toi. Est-ce que tu es en Parce que contact toi, avec lui? Non. Ah, oui. Ouais, de temps en temps, on Ah, s'envoie Vincent, des... il pourrait. Ouais, c'est Ah, ça. Vincent, bah, dis-nous, C'est- on le voit là, sur le plateau de Gym Mais Tonic, mon frère. il est où? Il fait quoi? Il joue au paddle. Il joue pas de là. Ah oui? Mais pas dans la région. Il est bon. Il est bon, ouais. Oui, de toute façon, il doit être... Ouais. C'est le jeu. Il il se est bon. concentre vraiment beaucoup là-dessus. Hein. Ouais. Il veut être. Tu joues aussi, Très toi, un chaud. peu au padel? Ouais, j'ai joué très peu de fois, mais c'est vrai que c'est plaisant. Ouais. On C'est s'amuse. plaisant. Ouais. Bon. Un dernier mot quand même sur parce que on parlait d'Hatem Ben Arfa, sur son premier but en Ligue 1. C'est justement le jour d'un doublé de Ben Arfa, c'était face à Saint-Etienne. Mais on n'a pas oublié ce match. Ouais, on n'a pas oublié, c'est là le Moi non GC plus. Nice qui marchait sur l'eau, quoi. Vraiment. Quoi. Ouais, c'est un peu à ce moment-là que le football français nous a un peu pris au sérieux, parce que Et c'était toi y compris. et moi y compris complètement, parce que c'était un dimanche soir en prime time, et puis c'est vrai qu'on avait fait une grosse performance collective, supprimée par ce talent d'Hatem, et qui nous a poussé à enchaîner des belles prestations, à donner du plaisir aux gens. Ça, je pense qu'on a ce mérite-là d'avoir donné énormément de plaisir aux gens. Il ne faut pas oublier que le football, c'est de base pour un spectacle, pour donner du plaisir. Ils Pour avaient prendre du remis plaisir. ça à Rennes après, Ouais, juste après. Moi, je me souviens, t'es avec Laurent Pagani, là, quand vous parliez là, tous les deux, là, c'était super sympa ces moments-là là, sur Canal+. Ouais, c'est toujours très sympa avec Paga. Non, on s'amusait bien et on a pris énormément de plaisir. Je pense qu'on en a donné encore une fois. Oui, beaucoup. Ouais. Et en tout cas, ça reste, c'est important que ça reste dans les têtes des supporters. En tout cas, dans la mienne, ça restera tout le temps. On a fait aussi la saison d'après le record de points. Donc, c'était pas qu'une bande de copains, c'était aussi on était très performants. Et puis les soirées européennes avec notamment les barrages contre l'Ajax ou le barrage contre Naples. Ça, c'était effectivement des grands souvenirs. Ben voilà ce qu'on pouvait dire avec toi, Vincent. Évidemment, l'appel est lancé. Hein, si vous êtes entraîneur d'un club européen ou ailleurs et que vous avez envie d'un bon milieu de terrain débarrassé de tous ses soucis physiques, eh bien, vous pouvez faire appel à Vincent Poucosiello, puisqu'il n'a pas d'agent attitré. On sert On de peut relais donner notre numéro. aujourd'hui. Voilà, vous appelez la rédaction de Nice Matin, on vous file le numéro de Vincent, il n'y a pas de problème. On va passer à la rencontre entre Reims et Nice, donc ce samedi du côté du stade Auguste Delaune, pour débuter une série en Liga, hein, pour évidemment essayer de tenter d'avoir une deuxième victoire consécutive en championnat. C'est vrai, Léandra, que cette équipe de Reims, bon, elle avait plutôt bien commencé son championnat, elle est un peu plus dans le dur aujourd'hui, mais n'oublions pas que le GC Nice a l'habitude parfois de relancer des équipes un peu dans le dur. Oh là là, tout de suite, ça part dans le négatif. Non, après, oui, Reims, ils viennent de perdre 3-1 contre Ah, mais Saint-Etienne. j'adore Lucas Esner en plus. Donc, Oui, ouais. bah, moi aussi. Ouais. Ils avaient super bien commencé le championnat, et là, ça s'est totalement essoufflé. Ils ont pris que 6 points sur 27 possibles.
Donc ils commençaient à douter. En plus, ils viennent de vendre leur meilleur défenseur central, Agbadou. Ouais. C'est ça, Ouais. Agbadou, à Wolverhampton. Donc il va falloir se reconstruire sans lui. Et on a vu contre Saint-Etienne que ça allait pas être évident. Après, il y a quand même pas mal de qualité aussi. Nakamura, Ito, les Japonais, ça joue pas bien. Munetsi. Donc attention à cette équipe, mais c'est sûr qu'elle n'est pas dans une superbe phase. Ouais, pour l'OGC Nice, Philippe, pour continuer sur cette lancée-là, c'est bien d'aller faire un résultat à Reims, surtout que voilà, il y a un gros calendrier qui arrive après derrière, il y a le déplacement à Bastia en Coupe de France, il y a encore un déplacement derrière. Là, ils enchaînent les déplacements. À Lille, Ouais. voilà, exactement. Ouais. Et Elfsborg. Donc, bon, il faut Non, puis ranger des points. d'après mes informations, il n'y aurait ni Copa, ni Fontaine, Alors, ni ça, c'est Piantoni, sûr. Les pauvres. donc, De sources sûres. de sources sûres, il n'y aurait Ouais. pas cette pléiade de Historique. légendes historiques. Reims, Le Grand Reims. le Grand Reims. L'ennemi juré du gym à l'époque. Oui, dans les Ouais. années 50. Ouais. Quand les deux équipes se tiraient la bourre pour gagner les titres. Ça date maintenant, hein, ils sont plus du tout à leur place. C'est tout ce que je peux dire sur Reims. Oui, c'est tout ce que tu te rappelles. Oui. C'est déjà bien. Je connais beaucoup moins les joueurs d'aujourd'hui. Bon, celui qui connaît Reims, bah, c'est Francaise, puisqu'il a étudié évidemment l'équipe avant Toujours d'aller- très intéressant, Francaise, en plus. Et hein. tu vas voir là aussi, peut-être, il va être intéressant, Francaise, donc sur cette équipe de Reims. C'est une équipe qui est à craindre parce qu'elle a de l'impact, elle a de la verticalité, elle a aussi des joueurs offensifs que je trouve vraiment de qualité. Donc même s'ils sont un peu moins en réussite ou peut-être moins en confiance ces derniers temps, ça reste une équipe qui est dangereuse. Ah, Francaise qui va donc affronter Lucas Esner à Reims. Vous vous souvenez, il nous avait dit qu'il avait failli Devenir son adjoint. son adjoint À Lucas l'Union Esner. Saint-Gilloise. À l'Union Saint-Gilloise. Et c'est Avec Éric Esner. Roy. Ouais, c'est Eric Roy qui avait On l'a dit déjà. balancé cette information lors de la 100e de Gilles Tonic. Romain, comment tu imagines cette rencontre entre Reims et Nice? En tous les cas, l'enjeu pour toi de ce match, est-ce qu'il se situe au niveau des points ou au niveau du jeu, continuer sur la lancée de Rennes? Principalement les points. Ok, Toi, t'es un pragmatique, toi. Bah oui, si tu veux être européen, à la fin de saison, il faut marquer des points sur ce genre de match-là contre des équipes supposées plus faibles. T'as repoussé Rennes à 10 points, il faut enchaîner à Reims. Puis on l'a vu, Philippe disait tout à l'heure, ce classement il est atypique. Bah, il est bizarre, mais pour une fois, il y a les 6 gros qui sont au rendez-vous. En début de saison, je pense que si on avait demandé aux suiveurs du foot quelles seraient les équipes devant, ça aurait été ces 6-là. Peut-être avec Rennes aussi. Peut-être avec Rennes. Et puis Lens. le 7e, c'est Lens, et il va perdre ses meilleurs joueurs. Donc, non, le jeu, c'est très bien. J'espère que c'était plaisant face à Rennes. J'espère qu'ils pourront enchaîner, mais surtout reprendre 3 points à Reims. Il n'y a pas de question à se Et poser. surtout qu'on a parlé des 3 petits points de retard sur le podium, mais ce qui est hyper intéressant, c'est les 3 points d'avance sur Lens 7e, et c'est là qu'il faut faire le trou Oui, c'est ça. pour ensuite être tranquille. Et, Attention à Toulouse quand même, derrière. Ça revient bien, ouais. Qui revient en fanfare. Et puis Strasbourg, qui est aussi une belle équipe avec un bon entraîneur, je trouve, qui pourra peut-être jouer les troubles faits dans cette deuxième partie de saison. Effectivement, du côté de l'OGC Nice, on va le voir, il y a des retours. On va parler de la compo probable avec Leandra. Trop de mal à la faire, cette compo probable, on va dire, Leandra. Ça a été, il y a eu des moments Moins plus difficile compliqués. qu'avant. Après, ça veut pas dire que ça va être la bonne, Ouais. mais on a moins eu d'hésitation que d'habitude. Allez, on y va. Et donc du coup, Boulka dans les cages, forcément. Ça. Marcin Boulka. Alors que Dupé peut-être rejouera à Bastia. En Coupe Ah de oui, France, oui, on je sait pas. pense qu'il Il y va- a des chances, ouais. Il y a des chances. Donc nous, on a essayé de rebasculer sur une défense à 3 parce que avec les retours, il a assez de munitions pour y retourner et parce que Jonathan Klaus, qui est un des meilleurs éléments niçois, est plus à l'aise dans une défense à 5. Donc avec le retour de Dante, le cyborg, comme tu l'as si bien appelé, Ah bah oui, le mec, c'est l'homme qui vaut 3 milliards. Quoi, qui Youssouf valait 3 qui a fait un très bon match contre Rennes et Abdelmonem aussi qui a été plutôt rassurant. Oui, c'est ça. Il monte en puissance lui aussi. Après, c'est plus facile avec des joueurs plus expérimentés à ses côtés. Sûrement. C'est ça. Donc Jonathan Klaus, piston droit, un Qui double revient de pivot. suspension.
qui revient de suspension, et Pablo Rosario fait le chemin inverse, lui qui a été expulsé contre Rennes, qui a pris un match de suspension direct et un match de sursis. Donc attention. Qui va sûrement faire tomber très rapidement dès qu'il rejouera. Boudaoui qui a été énorme contre Rennes. Boudaoui et Ndombele vraiment dans des utilisations différentes, mais quelle activité, et Ndombele, sa qualité de passe c'est quand même assez incroyable. Et qui a dit encore qu'il n'était pas Puissant, encore au niveau Garde le ballon. qu'il espérait, enfin qu'il l'avait eu il y a quelques années. Il nous l'a dit en conférence de presse aujourd'hui. Oui, puis lui avec sa C'est une pubalgie. très bonne question de ta part d'ailleurs, Léandre. Merci Mika. Mon ancien prof, des il me fous. dit. Non, bah oui, Ndombele, lui, il estime être à quoi entre 60 et 80% de son potentiel pour le moment. Il a estime- des trous d'ailleurs dans les matchs des fois. On Il le voit est un peu loin. irrégulier Ouais. encore. Ouais. Ouais. Après, il serre des dents et il joue vraiment avec des Et douleurs. pour lui prendre le ballon, c'est dur. Hein. La bonne nouvelle, c'est le retour sûrement d'Ali Abdi dans le groupe. Voilà, on a maintenu quand même Melvin Barr, piston gauche. Ali Abdi, il aura besoin quand même de faire quelques rentrées avant de Et postuler puis à il y une a le place match à Bastia mardi derrière. de titulaire, donc, exactement. ouais. Et puis Et devant, voilà, Guessant, ils sont incontournables. Hein, Laborde les et trois, en Diop, ce moment. voilà, 3 joueurs incontournables. Ça marque but sur but. Hein. Ça marque but sur but, on sent une belle relation technique. Alors Diop, il va jouer un peu plus haut que ces derniers temps, mais c'est vrai que au niveau de création, au niveau même de son implication dans les replis défensifs, Sofiane Diop, il a retrouvé une énergie assez incroyable. Il est en train de se rendre indispensable, donc ça fait une belle équipe quand même pour double partir à page Reims. aujourd'hui dans Will. ce matin de Will et Leandra. Merci sur Mika. Diop, Oui, c'est vrai qu'il veut aussi Léandre. commandé par Romain Laron. C'est vrai, effectivement. Diop, tu l'as mis sur le côté gauche. Est-ce qu'on pourrait le voir aussi parfois derrière Guessant et Laborde en tant que meneur de jeu Tout à fait, c'est une possibilité. En fait, les joueurs offensifs, on va dire qu'ils ont quand même une grande liberté dans les permutations, dans leurs appels. Donc oui, c'est totalement pour densifier aussi le milieu de terrain, ça peut être une possibilité. Voilà, donc la compo possible, probable. Et de Laborde l'OGC qui met un Nice. drôle de but contre Rennes. Non mais Diop, Magnifique. on en reparlera, effectivement. Ce qu'il dit dans le journal aujourd'hui est très intéressant. Mais c'est vrai qu'il fait une belle saison. Enfin, il revient très bien, Sofiane Diop. Et ça va être, moi je vous dis, ça va être l'homme de cette deuxième partie de saison, Sofiane Diop. Vous allez voir. On prend le pari ici. On prend le pari. Ouais, ça va atteindre au moins 8 buts, 8-9 buts sur toute la saison. Si, bien sûr, il est épargné par les. Ouais, moi, je suis contente, je le revois au niveau qu'il avait à Monaco avant de signer à Nice, ou Kovac surtout. Ouais, voilà, pas le Monaco où il se la jouait un petit peu. Le Monaco, non, où Monaco, il était sérieux. où il est allé au turbin, implication défensive. Là, contre Rennes, on le voit chasser 2 joueurs. Là, c'était assez impressionnant dans l'énergie au pressing. Un petit mot sur Tanguy Ndombele, parce que voilà, c'est un milieu de terrain, évidemment, référence aujourd'hui en Ligue 1 et dans le football. Il avait un peu perdu son football. Je fais la comparaison avec toi parce que peut-être qu'il y a quelque chose à comparer. Tu as aussi des difficultés. Il en a eu également et il montre là aujourd'hui que si on lui fait confiance, le pari peut être réussi. Oui, complètement. Mais après, je pense que les qualités, ça se perd pas du jour au lendemain. Pour avoir joué contre lui, c'est vrai que c'est un super joueur qui est très compliqué à marquer, à prendre la balle, et puis il a une projection vers l'avant, une puissance qui est capable de percer, de casser les lignes, soit par la passe, soit par sa percussion balle au pied. Moi, c'est un joueur que j'apprécie quand je regarde les matchs de foot. Il a un jeu de corps impressionnant, je trouve. Un jeu de corps impressionnant, des appuis aussi très... Le premier contrôle aussi, c'est exceptionnel. Une qualité technique il voit vite. très bonne. Vision, et puis aussi, ses appuis, ses changements de direction sont toujours bien sentis et font en général très mal aux adversaires. Un mot d'actu quand même, malgré tout, parce que c'est vrai qu'on a posé des petites questions à Franquet ce matin, qui a fermé la porte à Rennes, parce qu'on sait que Brice Samba est arrivé du côté de Rennes, qu'Arnaud Pouille est le directeur général là-bas, il le connaît très bien depuis Lens, il y a Seko Fofana également, donc pour l'instant, Franquez, il ferme la porte à Rennes. Et puis son nom a circulé aussi cette semaine du côté de l'équipe de France pour prendre la succession, vous savez, de Didier Deschamps en 2026. On a donc posé la question à Franquez, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait ? Écoutez, la réponse du coach niçois qui a un autre nom en tête. D'abord, je pense qu'il faut féliciter et avoir beaucoup de reconnaissance pour le travail qui n'est pas fini de Didier Deschamps et de son staff. Beaucoup de reconnaissance et féliciter pour le palmarès aussi.
Parce que, bien sûr, on est toujours critique. De toute façon, on est critique sur beaucoup de choses. En France, on est très critique sur le sport, sur les entraîneurs, très critique, c'est logique, sur les sélectionneurs. Mais faut aussi regarder la réalité en face, de durer dans ce métier-là et de durer. Si on dure, c'est qu'on a des résultats. Faut quand même tirer son chapeau. Puis après, pour la suite, je pense que il y a une vraie évidence. Voilà, il y a une vraie évidence. Moi, je la partage. Voilà, que Zinedine Zidane soit en 2026 le futur sélectionneur de l'équipe de France, je pense que ça a beaucoup de sens. Et moi, je suis son supporter pour qu'il devienne, après Didier, l'entraîneur de l'équipe de France. Voilà, donc Franquès qui répond aux rumeurs potentielles donc de candidature à l'équipe de France. Pour lui, il faut que ce soit Zinedine Zidane. Vous êtes d'accord? D'ailleurs, sur ce plateau, on fait un petit aparté. L'équipe de France, Vincent, Zidane, sélectionneur, c'est naturel? Oui, je pense que c'est le nom qui arrive en premier ouais, quand on y pense. Philippe? C'est une évidence. Ouais, une évidence inévitable? Oui. Ouais. Bon, en tous les cas, on verra ça quand ça sera nommé, mais en tout cas, pour Didier Deschamps, oui, il a dit qu'il s'arrêterait donc en 2026. Un petit dernier mot sur l'actu. Bombito est également forfait pour cette rencontre face à Reims, toujours un peu blessé. Il devrait revenir peut-être la semaine prochaine, hein, c'est ça? Pas certain. Voire peut-être un peu plus. Un peu plus tard, encore douleur aux adducteurs après sa blessure accortée. Accordé, effectivement. Eh bien, la transition est toute trouvée, puisqu'on va parler de la Coupe de France dans le Souviens-toi, puisque après Reims, il y aura ce déplacement à Bastia en 16e de finale. Un bon souvenir pour les Niçois, on y va. Un bon souvenir, Romain, parce que l'OGC Nice, en 1997, avait affronté cette équipe de Bastia au même moment, en 16e de finale. Et ça s'était plutôt bien passé, dans la douleur, mais c'était bien passé. Voilà, comme on se retrouve, Bastia-Nice, c'était en 16e de finale de la Coupe de France, comme mardi, le match, tu l'as dit. C'était le vendredi 7 février 1997, et Nice avait déjà remporté son premier tour de Coupe de France, c'était à Valence, 1-0. Et là, c'était le début de la belle aventure de cette saison qui mènera jusqu'au titre en Coupe de France, dernier titre de l'OGC Nice. Les Niçois, entraînés par Sylvester Stakak, s'étaient imposés au tir au but à Bastia après 2-2 dans le temps après prolongation, 4-3 au tir au but. Exploit de Nice, avait titré Nice Matin le lendemain. Pourquoi exploit de Nice? Eh ben parce que Bastia jouait l'Europe à ce moment-là, était 4e, pendant que Nice essayait de sauver sa peau en première division. À Bastia, il y avait Pifto, Roll, Edli, Van de Castel. Il y avait Drobniak, mais qui était absent pour ce match-là, qui était le buteur de Bastia. Cet OGC Nice n'aura rien à perdre, annonçait Jean Chaussier, l'ancien journaliste des sports, avant le match. Alors que Bruno Valanconi, le gardien du gym, déclarait « Si nous parvenons à nous qualifier, ce que j'espère, on retiendra sans doute là un exploit de notre part, la surprise de ces 16e de finale. » On a l'impression que Bastia, c'était le Real Madrid. Bruno Valanconi, ancien Bastia. Voilà, qui était content de retourner jouer là-bas. Donc devant 6000 personnes, c'était pas une énorme affluence. Camadini avait ouvert le score pour Bastia à la 20e minute. Et Nice avait égalisé sur sa première occasion par Denef, qui était bien servi par Savini. Ouais. Ce même Savini qui donnait l'avantage à la 73e minute en reprenant un ballon qui avait, d'après un cafouillage, une tête de potier sur la transversale. On a l'impression que c'est la préhistoire. Hein. On a retrouvé Van de Castel, Tito Denef. Voilà, on a retrouvé quelques photos, mais elles sont pas bien nombreuses. Donc 2-1 pour Nice. Louis Gomis, c'est ça, bravo. Et face à Van de Castel. Et Sigiac avait égalisé pour Bastia à la 86e minute. Mais Honorati, Denef, Tatarian, Gomis avaient marqué leur tir au but. Kubica, c'est pas un pilote de Formule 1, c'est un joueur de foot. Sa frappe avait été arrêtée par Pifto, mais Pérez et Camadini avaient raté leur tir au but. Nice était qualifié. Et donc, le beau parcours continuait. Et c'était la seule équipe de première division éliminée dans ce parcours fou jusqu'à la finale contre Guingamp. Parce qu'après, il y avait Laval. Laval, c'est en demi. Alors, dans l'ordre, il y a eu Guignon, Laval, Clermont. Clermont, et Laval. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc on espère que cette épopée niçoise ira au bout cette saison. C'est vrai qu'il manque un titre un peu, là, cette équipe de l'OGC Nice. Ça a failli, mais bon, à chaque fois, sur la dernière marche, ils se loupent, les Aiglons. Ouais, c'est vrai que ça ferait du bien aussi aux supporters qui le méritent. Donc, pourquoi pas cette saison-là?
Ouais, ça va pas être facile. Hein, quand Il même. faudrait jouer des Ligue 2 et des N2 jusqu'au bout, quoi. Ouais. Là, Bastia qui est en nation... Non, Non, Ligue Ligue 2. 2. Ligue 2. Ouais. Ligue 2, mais qui joue pas les premiers rôles non plus Ouais. en Ligue 2, qui est en difficulté. Et retour à Furiani, donc après ce match Chez face Antonetti. à Corté, effectivement, chez Frédéric Antonetti, qui est devenu conseiller Ouais, qui est du monsieur du foot. club. Il y aura Et peut-être pas le même accueil que L'entraîneur face des attaquants, était le c'est pas coach, Lilian hein. Lasland aussi? Oui, c'est vrai. Ouais, Qui était le Bravo, coach peut-être. en 97, de d'ailleurs. cette équipe de Bastia, effectivement. Ah, c'était Fred. Et là, bon, les supporters niçois seront une nouvelle fois interdits de déplacement Ouais, il vaut mieux. à Bastia. Ça a été plutôt bon enfant. Hein. Will nous avait raconté face à Corté l'ambiance. Bon, malgré peut-être. Ça risque de l'être un peu moins. Ça risque d'être un petit peu moins là face au Sporting Club de Bastia, mais on espère évidemment que. Ça va sera se jamais dérouler. la guerre comme dans les années 70. Non, c'est vrai que quand les bombes agricoles détruisaient la tribune Non, en mais face du Ré, c'est surtout que j'ai raconté 1000 fois tu l'histoire l'avais où Nice raconté. avait joué à 10, quoi. Oui, il n'est pas voulu. À Furiani, Mm. ils sont rentrés sur le terrain à 10. Donc, il y avait des menaces pour un Oui, et joueur. puis les joueurs avaient été caillassés Mm. en arrivant au stade. Ils avaient joué à 10, avec On un espère. Baratelli exceptionnel dans la cage. Le retour de Dominique Baratelli dans Ça Gilles manquait dans le bingo d'aujourd'hui. C'est vrai. Baratelli. Tu as raison. Mais oui. Mais Tu sais, quand t'es pas là, on le cite plus, du coup. je voudrais juste rappeler que Dominique Baratelli à Nice a fait 8 années au plus haut niveau. Oui. Là où Marcin Bulka a fait une très belle année. Mm. Et cette année, elle est très vilaine. Très vilaine, ah oui, carrément. Non, Ah. j'exagère. Parce Ouais, que j'aime t'exagères bien, quand même, hein. j'aime bien ce gardien. Ah bah en plus. oui, bien sûr qu'on aime Marseille. Il va se reprendre. C'est l'aiglon de la saison. de la saison dernière. Ils vont lui remettre les bras parce que contre Rennes, à un moment donné, il n'avait pas les bras. Là, ils vont lui. C'est comme un Playmobil. Un Lego. Là, on va lui remettre les bras à Reims et Ça va bien se passer. il va être extra. Bon. Vincent, merci beaucoup d'avoir été Merci avec à nous. vous pour On te l'invitation. souhaite que des bonnes choses pour la suite de ta carrière, évidemment. On suivra avec attention et on dira dans Gym Tonic où est-ce que tu as signé en février. D'ailleurs, si tu veux nous passer un petit coup de fil avant, une fois que tout est fait, comme ça on aura l'info, on pourra la donner en exclusivité. D'accord, avec plaisir. Bon, En tout c'est cas, merci à gentil. vous. Léandra, Romain, Philippe, merci. C'est un plaisir de te retrouver, mon cher Philippe. J'espère que tu vas venir encore très souvent sur ce plateau. Non, ça c'était la dernière fois. Oui, j'imagine. C'est cela, oui. Maintenant, c'est Will qui Ouais. quand il sera guéri. Oui, on l'embrasse, Will, qui récupère bien de sa grippe. Merci à Sophie Doncé, Chloé Voirgard et Philippe Bertigny à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve jeudi prochain donc pour parler de ce match en Coupe de France et de la préparation du match contre Lille. D'ici là, passez une bonne fin de semaine, bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.